avec Bien. plaisir. Alors, ce qu'on veut parler aujourd'hui, on veut parler du naufrage du Titanic. Est-ce que vous voyez bien les images? C'est correct maintenant chez vous? On voit bien, on Est-ce voit que... bien. C'est juste Pardon? l'écriture est un peu floutée à côté, mais l'image, on la voit, mais c'est juste l'écriture Ah, les écritures en dessous. moi, On voit pas chez très moi, bien. Ouh là là. Pourtant, j'ai fait venir un technicien Internet qui m'a amélioré le machin. Voilà. Euh, En espérant que ça va s'améliorer. Je vais juste faire un instant. Pardon. Il est où, cher? Cher, cher et recher. En espérant que quelque chose va s'améliorer. Autrement, ben, de toute façon, c'est les images, c'est un support. Je pense que l'histoire est intéressante. Moi, j'ai lu l'histoire sans les supports d'images, donc en espérant que peut-être ça va s'améliorer. Et ici, l'important, c'est quand même de raconter une histoire. Donc, si vous m'entendez correctement, c'est bon. Et pour les images, je J'entends m'excuse pour bien. l'instant. On va parler du naufrage du Titanic et le monde juif. Alors, c'est une histoire par laquelle je suis tombé par hasard, qui m'a beaucoup plu parce que il y a énormément à parler sur le Titanic et les Juifs. Moi, j'étais arrivé à cette histoire-là à partir de la ville de Natania, qui a un rapport avec le Titanic. Et quand je guide là-bas, à l'époque, je disais que la ville de Natania a été construite. En fait, le don d'argent pour acheter des terrains était grâce au naufrage du Titanic. On va y arriver un peu plus tard. On va en parler. En tout cas, c'est une histoire qui a eu beaucoup de répercussions dans le monde. Juste pour avoir une idée de quoi il s'agit, alors vous pouvez voir que des livres sur le Titanic, c'est quelque chose, ouais, vous ne voyez pas grand-chose, mais enfin, vous pouvez voir qu'il y a des dizaines de livres sur le Titanic. Le syndrome du Titanic, l'enfant du Titanic, la nuit du Titanic, la femme de chambre du Titanic. Enfin, vous pouvez faire votre choix sur les livres. Et même chose sur les films. Alors, les films, le premier film, déjà, il arrive directement quelques années après le naufrage. Et tout au long des années 40, 50 et jusqu'à 2000, on fait des films sur le Titanic. Bien sûr, le dernier, celui que tout le monde a vu, c'est celui avec Leonardo DiCaprio. Mais déjà, juste après le Titanic, commence déjà à sortir des films sur ce naufrage. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a un des films sur le Titanic, sur le naufrage Titanic, qui est sorti en 1943. Donc, vous n'arrivez pas à le lire parce que c'est pas net, mais il est marqué sur le film en 1943. C'est un film qui a été tourné par les nazis, commandité par Joseph Goebbels. C'est un film de propagande pour montrer comment le capitalisme américain, le marketisme américain, c'est mauvais. Et donc, ils ont tourné un film de propagande sur le naufrage du Titanic, en fait, pour accuser les Américains. Donc, c'était vraiment servi à toutes les sauces. Et je dis des dizaines de livres, on peut dire des centaines de livres, et, et, euh, et plusieurs films. Alors, sur ce bateau, il y a un capitaine qui s'appelle le capitaine Smith, Edward John Smith. C'est en lui-même une légende. C'est-à-dire que les gens, des fois, prennent le bateau, des gens qui veulent traverser l'Atlantique choisissent leur bateau en fonction du capitaine. On veut être chez le capitaine Smith. D'abord parce que c'est un capitaine qui navigue depuis 40 ans sans aucun problème. Ensuite, parce qu'il vient à la table d'hôte, il mange avec les gens dans la salle à manger. Il a un très bon contact avec les gens et les gens veulent voyager avec lui. La compagnie, la White Star Line, va construire 3 bateaux géants. Je rappelle qu'à cette époque-là, il y a une très grande demande de traverser l'Atlantique. On est encore avant le trafic aérien. Alors, il y a tout le trafic des voyageurs qui vont, les Américains qui vont se promener en Europe, les Européens qui veulent se promener aux États-Unis. Euh, et donc, la ligne de l'Europe vers les États-Unis est très active. C'est l'époque, dans les années 1900-1920, où 2 millions de Juifs vont quitter l'Europe de l'Est pour tenter leur chance sur une meilleure vie dans le Golden Medina, dans l'Eldorado, le pays en or aux États-Unis. C'est la même chose pour les Irlandais qui cherchent leur fortune dans ce nouveau pays. C'est la même chose pour pour les Italiens.
on connaît toutes les minorités qui sont à New York. Et donc, il y a une très grande demande de passage de transatlantique. Et il y a plusieurs compagnies qui se partagent le marché, des compagnies allemandes, des compagnies anglaises, des compagnies américaines, quand les deux grands joueurs sont deux grandes compagnies anglaises, la Cunard et la White Star Line. La Cunard a construit deux bateaux géants, le Lusitania et le Mauritania. Alors, le Lusitania aussi aura un sort tragique puisqu'il sera coulé à la Première Guerre mondiale. Et la White Star a construit trois bateaux encore plus grands que le Lusitania et le Mauritania. Elle appelle l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Tous les trois auront un sort problématique. Mais dans ce texte qui s'affiche là, mais que vous ne pouvez pas lire parce qu'il n'est pas net, je rappelle une chose. La Gemara nous dit que quand on fait un voyage en mer, on doit faire une bracha spéciale. On fait une bracha qu'on appelle Birkat Agomel quand on est arrivé à bon port. Et la Gemara nous dit Amar Rav Yuda, Amar Rav, Arba'at Tzachim l'hodot, Yordeh Hayam. Il y a quatre qui doivent remercier Dieu et parmi eux, ceux qui ont traversé la mer. Donc, traverser la mer, c'est quelque chose où il y a un danger. Or là, maintenant, on a des bateaux qui sont insubmersibles. Le Titanic, c'est le bateau qui ne peut pas couler. Et on trouve des rabbins qui font des sermons dans les années 1910, 1912, pendant que la préparation, la mise en chantier de ces bateaux, et qui disent que c'est la nouvelle tour de Babel. Cette tour de Babel, c'était le défi des hommes lancés à Dieu. On va construire une tour et on va s'attaquer à Dieu. Alors voilà, maintenant, on construit des bateaux qui sont insubmersibles. Dieu ne peut plus rien contre nous. Les plus grandes vagues, les plus grandes tempêtes ne couleront pas nos bateaux. Donc, beaucoup de rabbins ont parlé contre ces bateaux qui sont en fait la vanité de l'homme face à Dieu. Alors, on commence déjà avec le côté juif. Les rabbins n'ont pas apprécié ces bateaux et cette vanité, un bateau qui ne coule pas. C'est quoi un bateau qui ne coule pas qui est insubmersible et même Dieu ne peut pas le couler. Alors ça, vraiment, les rabbins n'ont pas apprécié et on en parlait plusieurs fois que Dieu risque de leur expliquer que les bateaux, ça coule. Le Titanic doit faire son premier voyage, son voyage inaugural, le 12 avril 1912. Il part de Southampton en Angleterre. De là, il va à Cherbourg en France. Il fait une escale à Cherbourg. Il va embarquer des passagers. Il va débarquer du fret, surtout du courrier. Il va après continuer vers l'Irlande. Et en Irlande, il aura un deuxième arrêt où, de nouveau, il prendra des passagers, surtout les troisième classes, déchargera du courrier. Et de là, il doit continuer vers les États-Unis, vers New York. Cette escale de Southampton, pardon, de Queenstown en Irlande est très importante parce que dans ces sacs de courrier qui sont déchargés du Titanic, on a beaucoup de lettres de gens qui ont embarqué et qui écrivent à leur famille leurs premières impressions de c'est quoi de voyager sur un voyage sur un bateau aussi somptueux, sur un bateau le plus grand du monde, le plus beau du monde, le plus luxueux du monde, le plus tout ce que vous voulez. Et les gens écrivent des cartes, comment c'est magnifique, des lettres. Et en fait, ce sera beaucoup de témoignages après sur ce qu'était la vie à bord du Titanic, grâce à ces lettres qui ont été débarquées à Queenstown. Sur ce bateau, on trouve des gens très riches, et très célèbres. Par exemple, on trouve une des plus grandes fortunes du monde, John Jacob Jack Astor IV, c'est le propriétaire d'un hôtel que tout le monde a entendu parler, le Waldorf Astoria, porte son nom, Astoria. Donc, c'est quelqu'un de très, très riche. Il y a une photo maintenant qui s'affiche du Waldorf Astoria à New York comme il était à l'époque. Si les photos étaient un peu meilleures, vous verriez le Waldorf Astoria maintenant comme il est aujourd'hui à New York et comment il est à Jérusalem, puisqu'à Jérusalem aussi, on a aujourd'hui un Waldorf Astoria. Donc, le propriétaire de cette chaîne, le fondateur de la chaîne et une des plus grandes fortunes du monde se trouve à bord du Titanic. Beaucoup de gens qui avaient prévu un voyage ont changé leur date pour avoir la chance d'être sur ce voyage inaugural du Titanic, donc ont avancé ou retardé de quelques jours leur voyage pour avoir cet honneur d'être sur le Titanic. John Jacob Jack Astor en fait partie. Pour comprendre à quel point ce personnage est important, maintenant dans la photo qui s'affiche, on le voit à droite avec sa femme et son chien. Ils étaient tous les trois sur le Titanic. À gauche, c'est son fils qui, lui, sera sauvé parce que sa femme sera sauvée et son fils n'était pas encore né. Il naîtra plus tard.
Mais pour comprendre qui est le personnage, à gauche, j'ai mis une photo de nouveau, vous avez du mal à le lire, du New York American, qui titre J.J. Astor disparu sur le Titanic, 1200 à 1500 morts. Donc il y a 1200-1500 morts, on ne sait pas qui, ce n'est pas important, mais il y a une chose, Astor était sur le bateau et a disparu. Donc pour comprendre l'importance du gaz, c'est une des plus grandes fortunes du monde. Maintenant, j'arrive à des passagers juifs. Il y a aussi des juifs qui sont fortunés et qui ont embarqué sur le Titanic. Et là, on voit sur la photo Isidore et Ida Strauss. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui s'est passé parce qu'eux sont devenus une légende après ce qui s'est passé sur le Titanic. Eux sont les propriétaires des magasins Macy's, donc c'est les grandes galeries Lafayette de New York, un des plus grands magasins à New York. Ils en sont les propriétaires et ils reviennent d'un voyage en Europe. Juste au passage, pour comprendre qui était Isidore Strauss, en plus d'être le propriétaire de Macy's, c'est aussi quelqu'un qui a siégé au Congrès et c'est quelqu'un qui a aidé, qui a pris une part importante à la guerre de sécession. Il était dans les armées de la Confédération parce qu'à l'époque, ils habitent en Géorgie, aux États-Unis, et les armées de l'Union font un blocus des ports de la Confédération et en fait, Isidore Strauss va s'occuper de forcer le blocus et de ravitailler les armées sudistes. Alors, pour ça, il sera décoré, c'est un personnage important, il siégera au Congrès et il est aussi très riche, propriétaire de Macy's. Donc, c'est la plus grande fortune juive sur le Titanic. Un autre personnage très riche et très connu qui s'affiche maintenant, Benjamin Guggenheim, qui est un magnat des mines. Il est plus riche encore que Strauss, j'aurais dû le mettre avant. Il est moins célèbre dans l'histoire du Titanic, mais il est plus riche. C'est lui et sa femme qui va survivre au naufrage va être une grande mécène des arts, le musée Guggenheim à New York, ou à droite, vous avez le musée Guggenheim à Venise. Donc, il y a plusieurs fondations Guggenheim avec des collections d'art très riches. Ça, c'est la famille Guggenheim qui se trouve aussi à bord du Titanic. La prochaine passagère juive que je me propose de vous montrer en première classe s'appelle Edith Louise Rosenbaum, plus tard Russell. Elle est styliste de mode. Elle arrive de Paris où elle a acheté des robes de la dernière mode du chic parisien. Elle arrive avec 19 malles de bagages sur le Titanic. Elle demande comment est-ce qu'elle peut assurer ses bagages. On dit, qu'est-ce que vous voulez assurer? Ce navire est insubmersible. On n'assure pas sur un insubmersible. Et donc, elle ne peut pas assurer ses malles. Par contre, elle n'a pas confiance de savoir ses biens dans la cale. Et elle a réservé 3 chambres de luxe sur le Titanic. Une chambre pour elle-même, une chambre pour sa domestique et une chambre pour les 19 mâles qui ne sont pas dans la cale, qui sont dans une cabine de première classe. Donc ça, c'est pour les passagers riches, juifs riches qui étaient sur le Titanic. Mais il n'y a pas que des gens riches, il y a aussi des gens pauvres. J'ai expliqué que c'est les années où 2 millions ou 2 millions et demi de juifs ont quitté la Russie. Je rappelle, à l'époque, la Pologne, c'est aussi la Russie. Ça fait partie de l'Empire russe, en tout cas une partie. Et ces juifs vont partir vers l'Ouest, vers l'Allemagne, vers la Belgique, vers la France, l'Angleterre. Mais une grande partie, une majeure partie va partir vers les États-Unis. Et eux sont les passagers des 3e classes de ces super paquebots qui traversent l'Atlantique. Alors, il n'y a pas que des gens riches à bord, il y a aussi des gens pauvres avec des billets de 3e classe. Et voilà, eux ne sont pas des transats sur le pont, ils ont un pont intermédiaire avec des bancs. Ça, c'est des gens qui vont immigrer. Je vois que la qualité de la photo s'améliore un petit peu. J'espère que l'Internet va être plus clément. Donc, il y a aussi des 3e classes. Et dans ces 3e classes, il y a énormément de juifs. Il n'y a pas que des juifs, il y a beaucoup d'Irlandais, il y a encore beaucoup d'autres, mais une grande proportion de juifs de 3e classe. On aura du mal à savoir combien ils ont identifié. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, ça, c'est un salon de première classe du Titanic. Alors, c'est le luxe de folie. Sur le Titanic, il y a une piscine couverte, il y a un terrain de squash, il y a une bibliothèque. Enfin, c'est vraiment le palace flottant pour les premières classes. On a expliqué pour les Isidore Strauss, les John Astor, Guggenheim et compagnie.
Mais il y a aussi une troisième classe à l'entrepont. Et là, le Titanic est très spécial. C'est une nouveauté dans le monde des transports maritimes. Parce que si vous regardez l'image qui est à gauche, elle est un peu petite, vous avez peut-être un peu de mal à voir, mais c'est les troisièmes classes sur les bateaux, les transats qui traversent l'Atlantique, donc juste avant le Titanic. C'est des grandes salles communes avec des couchettes superposées, et c'est comme ça que voyagent les gens en troisième classe. Sur le Titanic, pour la première fois, il y a aussi des cabines en troisième classe, des cabines à 8 des fois, mais il y a aussi des cabines à 6, il y a aussi des cabines à 4 et il y a même des cabines doubles. Donc, on n'est pas du tout dans la grande salle avec 50 personnes sur des couchettes, mais on a des cabines même en seconde classe, en troisième classe, pardon. Et pour la première fois, alors ça c'est une première, les troisième classes reçoivent des repas à table. Si vous regardez à droite en bas, vous voyez le serveur qui sert, pas dans le salon de luxe qu'on a vu juste avant, mais dans la salle à manger des troisième classes. Ils ont un repas qui est à table et qui est servi par des serveurs. Ça, c'est du jamais vu sur les paquebots. Donc, la White Star Line a pensé pas seulement aux passagers de première classe, mais le Titanic, c'est aussi une nouveauté pour les troisième classes qui ont des cabines individuelles, pas individuelles, mais à 2 ou au maximum à 8, qui ont des repas servis à table avec des serveurs. C'est quelque chose, c'est du jamais vu. Maintenant, je rappelle qu'il y a beaucoup de juifs sur ces bateaux. Et le grand problème qu'ont les juifs sur ces bateaux quand ils traversent l'Atlantique, le problème numéro un qu'ont ces juifs, c'est comment manger. Comment est-ce qu'on mange sur un bateau, surtout à l'époque, il n'y a pas, je dis, il n'y a pas encore le service à table comme il y a. Alors, l'image, on voit, c'est une image connue, vous voyez à droite, enfin, la photo de gauche, vous voyez à droite les pauvres juifs qui quittent l'Europe de l'Est. On voit au-dessus les, le drapeau, l'aigle à deux têtes. À gauche, l'aigle américain et les juifs américains qui accueillent les juifs qui arrivent. L'accueil n'a pas toujours été aussi chaleureux que sur la photo. L'accueil en général a été difficile. La vie n'a pas été facile pour les immigrants. C'est en général la deuxième ou la troisième génération qui a réussi. La première a vécu très chichement. Et on voit en arrière-plan un de ces grands paquebots qui traverse l'Atlantique et qui donc amène ces immigrants vers les États-Unis. Maintenant, un grand problème qu'il y a, j'expliquais, c'est le problème que dans les bateaux, on ne sert pas à manger à table dans les troisième classes. Les Juifs sont très pauvres et on sait qu'il y a eu des problèmes. Par exemple, une immigrante du nom de Gisela Greiner arrive à Ellis Island à New York. Elle est très affaiblie. On l'envoie sur l'hôpital et elle décède le lendemain. En fait, ce qui se passe, c'est que Gisela Greiner est une dame juive pratiquante. Elle n'a donc pas pu manger sur le bateau parce que ce qui est sur le bateau n'était pas cachère et elle a jeûné pendant 9 jours. C'est le temps qu'a pris la traversée. Et quand elle est arrivée, elle est morte de sous-nutrition et décédée à l'arrivée. Alors ça, c'est aussi un problème. Quand j'ai parlé tout à l'heure des rabbins qui n'aimaient pas le fait que ces bateaux sont une offense à Dieu en les disant insubmersibles, pour eux, il y a aussi un problème plus général, c'est que leurs ouailles qui quittent le shtetl pour aller en Amérique quittent aussi le judaïsme, la cacheroute, le Shabbat. C'est très dur à New York de ne pas travailler Shabbat. C'est très dur à New York de trouver cachère à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais c'était compliqué. Sur les bateaux, c'est impossible. Et voilà, on a l'histoire de Gisela Greiner qui est décédée parce qu'elle a voulu jeûner sur le bateau pour ne pas manger pas cachère. Et là, on arrive maintenant à la nouvelle époque où on sert à manger sur le Titanic aux troisième classe. Et là, ça, c'est très dommage parce que la photo que je vais vous montrer maintenant, c'est le menu de la troisième classe. Alors, même ça, on a récupéré. Vous arrivez à voir qu'il y a marqué Specimen Third Class Bill of Fare. Ça, c'est le menu des troisième classes. On voit ce qu'ils reçoivent à manger. Au breakfast, il y a oatmeal, porridge, milk. Enfin, vous pouvez lire, ceux qui arrivent à lire ce qu'ils ont au repas. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui est marqué en bas. En bas, il y a marqué, là où je mets maintenant la flèche, enfin, c'est dur à voir la dernière ligne, il y a marqué kosher meat supplied and cooked for Jewish passengers as desired. On peut commander un repas cachère pour les passagers juifs. Il y a sur le Titanic une cuisine cachère avec un juif, un cuistot juif qui cuit cachère pour les juifs qui sont sur le Titanic. Alors, je dis, c'est du jamais vu. C'est non seulement d'avoir des conditions de transport formidables avec des cabines, mais d'être servi à table et en plus d'être servi cachère. Donc c'est formidable et ça change beaucoup les conditions du trajet pour les juifs. Maintenant, comprenez une chose, c'est pas de la philanthropie.
les directeurs des compagnies se sont rendus compte qu'il y a un très grand public juif qui veut traverser l'Atlantique. En fait, il y a plus de bénéfices à faire sur les troisième classes qui payent un billet à prix réduit, mais on n'a pas besoin de leur mettre 50 stewards et serveurs et musiciens et maîtres nageurs et compagnie. Et donc, en fait, la marge de bénéfice est plus grande. En fait, les compagnies font plus d'argent sur les troisième classes que les premières classes. Et c'est pour ça qu'en fait, ils rivalisent comment attirer les Juifs chez eux. Et la White Star a décidé d'offrir des repas cachers sur le Titanic. Donc, on peut manger cacher sur le Titanic. Voilà, la flèche là nous montre cacher. Et le cuisinier juif, d'ailleurs, va mourir noyé dans le naufrage du Titanic. Il s'appelait Charles Kennel. Il y avait un rabbin de Southampton qui, au départ, vérifiait la viande, vérifiait les approvisionnements, et après, il y avait un cuisinier juif qui cuisinait à bord. Alors, à droite, vous pouvez voir maintenant une assiette qu'on a récupérée sur un bateau. Vous pouvez voir la flèche du haut vous indique le logo, l'emblème de la White Star Line, ça c'est la compagnie. Et dans l'assiette, vous voyez qu'il y a marqué Kasher Fleischig. Donc, c'est vraiment, il y a de la vaisselle cachère. Alors, on a retrouvé beaucoup de choses sur l'épave du Titanic. On n'a pas retrouvé de vaisselle cachère sur l'épave. Alors, apparemment, ce que pensent les chercheurs, c'est que c'est plus tard que la White Star va faire un service où il y aura marqué dessus cachère, fleischig, cachère. Dans un premier stade, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une vaisselle cachère à part, bien qu'elle n'ait pas encore été estampillée comme cachère. Donc, si on vous propose aux enchères d'acheter pour 100 000 $, c'est le prix que coûtent les choses récupérées sur l'épave du Titanic. Alors, si on vous propose une assiette cachère Fleischstick White Star pour 100 000 $, n'achetez pas, elle ne vient pas du Titanic. Elle vient de l'Olympique, qui est le bateau jumeau qui a été construit en même temps et qui, lui, continuera à faire les trajets jusqu'en 1935. Donc, il y a même de la vaisselle cachère sur le Titanic. Alors, le bateau, on le voit maintenant, le bateau prend la mer, il part le 12 avril 1912, et comme j'ai rappelé, il passe par Cherbourg, il passe par Queenstown, et après 3 jours de navigation, ils reçoivent des messages de faire attention qu'il y a beaucoup d'icebergs dans la zone où ils sont, mais le message ne passe pas au capitaine, et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'à près de minuit, un petit peu avant minuit, il y a 2 vigiles qui vont voir un iceberg. L'officier de bord essaye d'éviter l'iceberg, il le frôle, il y a une collision et le Titanic commence à faire haut et le capitaine Smith ordonne d'abandonner le navire. Et maintenant, on arrive au naufrage. Il y avait déjà le côté juif dans la traversée, par le fait qu'il y a beaucoup de juifs à bord, des juifs riches, des juifs moins riches. On peut manger caché à bord. On sait que les juifs prient à bord, il n'y a pas de Sefer Torah, ça la White Star ne propose pas. Et on arrive maintenant au naufrage lui-même. Alors là, j'ai un problème parce qu'avec la qualité des films, on vient maintenant à parler des survivants. Ce qui arrive avec les survivants ou les naufragés du Titanic. Bon, alors qui se trouve à bord de ce bateau? Alors, tout d'abord, quand le bateau se rend compte qu'il a un problème, il commence à couler, ben, ils vont envoyer des messages. Ils vont envoyer des messages qui vont être captés par un bateau qui se trouve à plusieurs heures à 2 heures en route directe du Titanic. Le problème, c'est que ce bateau qui s'appelle le Carpathia est bloqué un peu par les icebergs. Donc, en fait, ça va lui prendre près de 6 heures pour arriver à porter secours au Titanic parce qu'il doit contourner un nombre d'icebergs qui flottent. Il y a un bateau qui est encore plus proche. Il est vraiment à 10 km du Titanic. Il va voir les fusées tirées par le Titanic. Mais lui, son opérateur radio est allé dormir. Et donc, il ne capte pas les messages. Lui aurait pu être à temps pour sauver les gens, mais il n'est pas au courant. Celui qui va capter les messages, en fait, et qui va relayer les messages et alimenter la presse et annoncer la catastrophe, c'est un opérateur de la compagnie Marconi qui s'appelle David Sarnoff, c'est un juif américain, qui plus tard sera général dans la Seconde Guerre mondiale dans les techniques dans la transmission de l'armée américaine. À l'époque, c'est un jeune employé de la Marconi compagnie. Ça va être pendant 3 jours, il va rester au micro pour capter les messages, transmettre les messages.
Et en fait, le président des États-Unis va même demander à toutes les autres stations de fermer pour ne pas encombrer les ondes et laisser David Sarnoff être en contact avec le Titanic. Alors, pour comprendre ce qu'est le Titanic, euh, d'abord le problème. Le problème, vous voyez à droite, le bateau a des canaux de sauvetage qui sont sur le pont supérieur, mais le Titanic n'a embarqué que 20 canaux de sauvetage. C'est plus que les normes. Les normes de sécurité, il aurait pu avec, il avait le double des normes de sécurité, mais beaucoup moins que la capacité du bateau, parce que la compréhension à l'époque, c'est que ce bateau ne coule pas et on n'a pas besoin de bateau pour tout le monde. En cas de problème, on évacue les gens qui sont récupérés par les chaloupes par un autre bateau, on les transfère sur un autre bateau, les chaloupes reviennent et reprennent des gens. Donc elles font 2-3 allers-retours et comme ça on évacue les gens. On n'a pas pensé que le bateau allait couler et qu'on avait besoin de mettre tout le monde sur les chaloupes. Donc il y avait assez de bateaux de sauvetage par rapport aux normes de sécurité, mais pas du tout assez par rapport aux gens qui étaient embarqués. Alors, ça, c'est le premier problème, puisque d'abord, on pense que le bateau est insubmersible, donc on n'a pas besoin. Deuxièmement, esthétique, c'est un tellement beau bateau, c'était dommage de le défigurer en mettant encore partout des bateaux de sauvetage. Ça prend la place sur le pont, c'est dommage, on préfère se promener sur le pont. Et point de vue esthétique, et donc, et l'esthétique, et la place, et le fait que le bateau est insubmersible, on fait que le bateau part avec un nombre restreint de chaloupes. Le deuxième problème est que même quand on va mettre ces chaloupes à la mer, les gens ne vont pas embarquer. Comprenez, quelqu'un qui a pris un billet sur le plus grand bateau du monde, le bateau qui est incoulable, qui ne doit pas couler, on va le mettre maintenant sur une chaloupe de 5 mètres, une petite coquille de noix qui va se retourner. Il se sent beaucoup plus en sécurité sur le Titanic que sur ces chaloupes qui ont l'air de jouer par rapport au Titanic, qui vont être ballottées par les vagues, qui vont se renverser. Il y en aura qui se renverseront d'ailleurs. Et donc, tant que le bateau, au départ, il fait haut, donc les marins ont compris que le bateau va couler, mais les gens sur le bateau ne se pressent pas pour embarquer sur les chaloupes de sauvetage. Ils se sentent plus en sécurité sur le Titanic. D'ailleurs, au début, il y a plein de rumeurs. On leur dit c'est pas grave, c'est un petit accident, on va le remettre en route, il n'y aura pas de problème. Et les gens n'embarquent pas. Et les premières chaloupes, non seulement elles ne suffisent pas au nombre de gens qu'il y a sur le Titanic, mais les premières chaloupes qui sont faites pour 60-70 personnes vont partir avec 10-14 personnes parce que les gens refusent de monter. À la fin, ils vont se battre pour trouver une place sur les bateaux de sauvetage. Mais au début, ils ne veulent pas. Alors, regardez les nouvelles qu'on trouve dans les journaux. On vient de capter les messages de détresse. Alors, il y a une édition de nuit du Saint-Louis Post qui dit, nous, vous avez du mal à le lire, mais je vous le lis, Titanic is sinking, passengers saved. Le Titanic est en train de couler, tous les passagers ont été sauvés. Bien sûr, ils n'ont pas encore de détails de ce qui se passe vraiment, mais c'est tellement impossible que le Titanic coule que c'est évident, on peut titrer sans risque que les passagers ont été sauvés. Le lendemain, les nouvelles vont un petit peu changer. D'abord, il y aura aussi le World qui va titrer, vous voyez ça à gauche, vous pouvez le voir, c'est assez net, Titanic sinking, no lives lost. Le Titanic coule, mais personne, il n'y a pas de perte humaine. Regardez quelques heures plus tard le London Herald qui va titrer Titanic sinks, great loss of life. Le Titanic a coulé, beaucoup de pertes humaines. Donc, comprendre comment ça évolue. D'abord, on pense que c'est pas grand-chose, que c'est une avarie du bateau qu'on pourrait réparer. Le bateau avait des compartiments étanches et en fait, quand il y a 2 compartiments étanches du bateau qui font haut, le bateau peut continuer à naviguer. Le problème est que ces compartiments étanches, d'abord, ne sont pas assez hauts. Donc, si l'eau arrive à monter au sommet du compartiment étanche, elle se répand. Deuxièmement, comme le bateau a été touché sur le côté, il y a 3 compartiments qui font haut. Et ça, c'est déjà plus que ce qui était prévu. Donc, dès que le Titanic a été touché, les compartiments étanches, commandes électriques ont été fermés. Mais le commandant a compris, le capitaine a compris que le bateau ne survivrait pas à ce qui est en train de se passer. Alors, plus le temps passe, plus les nouvelles alarmantes deviennent de plus en plus précises. Vous voyez le Boston Daily qui écrit « All drowned but 86 ». Tout le monde est noyé sauf 868 survivants. À droite, la même chose. Titanic coule 4 heures après avoir cogné un iceberg. 866 ont été sauvés par le Carpathia. Apparemment, 1250 en sont morts. Ismay, safe. Ismay, c'est
propriétaire de la compagnie, Mrs. Astor maybe, Madame Astor peut être sauvée. Beaucoup de noms connus sont portés disparus. Donc, on ne sait pas encore ce qui se passe avec les Guggenheim, Goldenberg, Edith Rosenbaum et autres. Plus le temps passe, plus on commence à voir des caricatures dans les journaux, on commence à avoir des précisions. 1302 victimes dans le naufrage du Titanic, 866 ont été sauvés. Donc ça, c'est plus ou moins déjà les chiffres officiels, avec des photos et des histoires sur les gens qui étaient à bord de ce bateau. Et c'est maintenant ce que je voulais faire, parler un petit peu des gens qui étaient à bord. Juste encore une dernière photo de presse. J'ai raconté qu'il y a beaucoup de juifs à bord et la presse en hébreu en Israël, la presse en hébreu en Europe, la presse en yiddish, titre aussi. Et là, on a le forward qui titre Die schreckliche Tragödie von der Titanic, la tragédie terrible du Titanic. Donc, la presse juive relaye aussi les informations et raconte ce qui s'est passé. On arrive donc maintenant sur la première, peut-être le couple le plus célèbre du Titanic. On va comprendre à quel point ils étaient célèbres. C'est Isidore et Ida Strauss. Pour tous ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez peut-être dans le film, quand le bateau sombre, on voit un couple qui est allongé sur un lit enlacé. Ce sont Isidore et Ida Strauss. Et l'histoire est la suivante. Au début, comme les officiers du bateau savent qu'il n'y a pas assez de place sur les chaloupes de sauvetage, ils donnent un ordre, les femmes et les enfants d'abord. Et donc, Madame Ida Strauss se retrouve sur un bateau de sauvetage et son mari est sur le bastingage et la regarde partir. Et elle dit, non, mais moi, je ne peux pas. On est ensemble depuis des dizaines d'années. Je n'imagine pas vivre sans mon mari. Et si lui ne peut pas venir, ben moi, je redescends. Et elle descend du bateau et retourne rejoindre son mari et ils vont couler ensemble. Pour comprendre aussi la grandeur d'âme, c'est dans deux choses qui sont connues. C'est la première, c'est que Madame Ida Strauss qui refuse d'abonner son mari, c'est Isidore qui ne s'est pas battu pour aller dans une chaloupe à la place d'une femme ou d'un enfant, parce qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont pris les places. Il y a des hommes qui ont été sauvés parce qu'ils ont préféré leur vie à la vie des autres, donc ils n'ont rien demandé, ils sont jetés dans les bateaux de sauvetage. Donc d'abord ce couple-là qui a décidé de ne pas prendre la place d'autres, de rester ensemble, et surtout quand ils comprennent que leur sort est fixé, Ida Strauss va dire à sa servante, une dame qui l'accompagne, et va lui dire, ben, prends ma fourrure, prends mon vison, tu en auras plus besoin que moi, moi j'en ai plus besoin, et elle donne son vison à son employé pour qu'elle puisse survivre dans le froid qu'il y a dehors. Donc, ils sont devenus très célèbres et on voit cette médaille qui est dans l'image à droite, cette médaille qui a été frappée aux États-Unis après en leur mémoire, où vous voyez une citation qui vient du livre de Ruth, où tu iras, j'irai, parce que Ruth avait dit à Naomi, là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alors, c'est ce qui a été mis, là où tu iras, j'irai, ce que dit Ida à Isidore Strauss. On a aussi une image dans un journal où on voit Isidore et Ida Strauss qui descendent, qui sombrent dans les flots avec le bateau. Et là, ce que David va dire dans l'élégie de Saül et de Jonathan au Gilboa, ceux qui s'aimaient dans leur vie n'ont pas été séparés dans la mort. Et ce sera donc dans cette image en leur mémoire, sur le monument qui sera fait à la mémoire de Ida Strauss. Il y aura encore un troisième verset, un verset du Shir HaShirim, Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Les flots tumultueux ne pourront pas effacer l'amour. Donc c'est vraiment devenu un couple symbole de ce qui s'est passé de cette tragédie sur le Titanic. Guggenheim, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si je veux le dire ou pas le dire, bon, je vais le dire quand même. Guggenheim, il est sur le bateau, pas avec sa femme. Il est en fait sur le bateau avec sa maîtresse. Mais au moment où le bateau coule, les femmes et les enfants d'abord, il va décider qu'il reste à bord, bien qu'on lui propose une place. J'expliquais qu'au début, les premiers bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau,
il y a de la place parce que les gens ne veulent pas descendre dans les bateaux, ils ont peur. Donc on lui propose une place et lui dit non, moi je reste à bord et faites dire à ma femme, la vraie, l'épouse légitime, que on ne pourra pas dire qu'il y a une femme qui a coulé parce que Benjamin Guggenheim a pris sa place sur un bateau de sauvetage. Je ne suis pas un poltron, je ne suis pas un lâche, et il décide de rester sur le bateau. D'après les témoignages, il va dire au steward, je ne pars pas, je reste sur le bateau, mais si déjà, autant partir en beauté. Il rentre dans sa cabine, il s'habille avec des beaux habits, et il commande un brandy et un cigare, et assis sur un siège, en train de boire son brandy et de fumer son cigare, il voit le bateau couler et il coule avec. Donc c'est aussi un héroïsme assez grand de Guggenheim. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film, on le voit dans le film qu'il est assis avec son brandy et qu'il reste coulé avec son domestique. De nouveau, il a aussi une domestique qui va partir, mais son domestique reste avec lui. J'espère qu'on le verra tout à l'heure dans le film, que les images seront assez claires pour qu'on puisse le voir. C'est de nouveau une des images fortes du film, le dernier, celui avec Leonardo DiCaprio, où on voit Guggenheim rester à bord et couler avec le Titanic. D'ailleurs, ce que dit le New York Times, que vous voyez à droite dans l'image, vous ne pouvez pas le lire, mais il dit Guggenheim dying, send his wife a message. Guggenheim, qui est en train de mourir, envoie un message à sa femme. Le message, je n'étais pas un poltron, je n'ai pas pris la place d'une femme, et je suis mort dignement, et on ne pourra pas dire que j'étais un poltron. Ce n'est pas le cas d'autres personnages. Par exemple, dans la photo qui arrive maintenant, on a deux personnages. Celui de gauche a coulé avec le Titanic. Il s'appelle Thomas Andrews. On le verra d'ailleurs dans le film sur le Titanic. Lui, on le verra couler. Et Thomas Andrews, c'est l'architecte du Titanic. C'est lui qui a construit le bateau. Il a donc embarqué pour ce voyage inaugural. Et quand il comprend que le bateau qu'il a construit va sombrer, ben, il sombre avec le bateau comme sombrera le capitaine Smith. Par contre, le personnage à droite qui s'appelle John Bruce Ismay, c'est le patron de la compagnie de navigation, la White Star. Et lui va survivre. Je ne sais pas si bien lui en a pris ou mal lui en a pris, parce qu'après, il était mal vu, il était, comprenait qu'on le montrait du doigt, c'est le patron qui a commandité ce bateau qui a sombré. Tout le monde meurt là-bas, il y a 1300 victimes, le capitaine, des gens très riches, et lui, comme par hasard, survit, alors qu'il y a des femmes qui sont mortes et qu'on avait dit de réserver les bateaux aux femmes et aux enfants. Donc, en fait, il sera très, très mal vu. Et en fait, il va mourir aussi après de dépression, parce qu'il aurait peut-être mieux fait de couler avec le bateau. Bon, on n'est pas là pour juger. J'en arrive à l'histoire de Edith Rosenbaum. Vous vous rappelez Edith Rosenbaum qui avait embarqué avec ses 19 mâles, la styliste. Alors, vous l'avez dans la photo, c'est la dame qui est à gauche, elle a survécu. Et elle est avec l'actrice qui incarne son rôle, Teresa Thorne. C'est dans le film qui était tourné en 58, pas le dernier, le film de 1958. Donc, Edith Rosenbaum rencontre l'actrice et elle tient en main quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier, mais elle avait une mascotte. Et sa mascotte, c'est un petit cochon, un cochon en musique. Si on lui tourne la queue, il fait de la musique. Alors, c'est un cochon que sa maman lui a offert parce que Edith Rosenbaum était en France pour une tournée d'achat, mais elle était aussi en vacances, et un an avant le naufrage du Titanic, et elle a fait un grave accident de voiture. Et quand elle s'en est sortie, sa maman lui a acheté une mascotte pour la protéger, pour la sauver, ce petit cochon en musique. Euh, Elle va abandonner, bien sûr, ses 19 mâles dans la cabine où elle les avait mises. Par contre, elle va prendre avec ce cochon en musique. Et ça va être très important parce qu'elle raconte que dans le bateau de sauvetage où elle était, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient affolés, qui pleuraient, qui appelaient leurs parents, et pour les calmer et pour les amuser, elle a joué la musique son petit cochon. Euh, et surtout, elle va calmer un petit garçon qui a 10 mois à l'époque, qui s'appelle Frank Axe. On va tout de suite en parler, une histoire encore à part. Et elle va calmer ce petit garçon de 10 mois, Frank Axe, avec ce petit cochon en musique. Cette femme très riche avec 19 mâles d'habits, va sortir du Titanic avec deux choses, son petit cochon et son trousseau de clés avec les clés des 19 mâles, pas les mâles elles-mêmes. D'ailleurs, elle va après attaquer la compagnie pour être renforcée. C'était la plus grande action en justice contre la compagnie et la White Star. Bien. Madeleine Astor, c'est le prochain, pardon.
Madeleine Astor, que vous voyez maintenant sur la photo, c'est la femme de John Astor, donc l'homme, un des hommes les plus riches du monde, et le plus riche sur le Titanic. Lui s'est noyé, mais sa femme Madeleine, qui était enceinte de leur fils, on a vu la photo tout à l'heure, a survécu. Ce qui est magnifique aussi avec cette femme, c'est qu'elle est sur une chauffe de sauvetage et pas loin est en train de se noyer un jeune homme, un écrivain, qui s'appelle Baginat Biorat. J'ai oublié, je crois qu'il est slovaque. Je ne me rappelle plus, ne me demandez pas, je peux vérifier. Et il est en train de se noyer, il a sauté à l'eau avec son gilet de sauvetage dans l'eau glacée d'Atlantique, il appelle à l'aide, mais les marins refusent de retourner le chercher parce que ils ont très très peur que les naufragés s'agrippent au bateau et fassent chavirer ces bateaux de sauvetage. Donc, il y a plusieurs matelots sur les bateaux de sauvetage qui vont refuser de chercher des survivants, des aider à monter sur le bateau de peur que le bateau soit surchargé ou qu'en s'agrippant, il le fasse chavirer. Et Madeleine va dire, c'est mon fils qui est en train de se noyer, retournez chercher mon fils. Bien sûr, ce n'est pas son fils, il n'y a aucun rapport, mais grâce à son intervention, cet écrivain, qui sera après, plus tard, sera célèbre, il est déjà célèbre à l'époque, il sera encore plus après, a été sauvé grâce à Madeleine Astor. Donc, il y a aussi des gens avec une grandeur d'âme qui ont pris le risque d'aider des autres. Certains ont essayé d'abord, avant tout, de se sauver eux-mêmes et ont essayé de s'éloigner le plus vite du bateau qui coulait. La personne que vous voyez maintenant, alors elle, Violette Constance Jessop, a survécu au Titanic. Mais si vous regardez bien l'image, vous voyez qu'il y a deux bateaux qui coulent derrière elle. Il y a un bateau à droite et un bateau à gauche. Alors, le bateau à droite, c'est le Titanic. Violette Constance Jessop, elle est infirmière sur le Titanic et elle va survivre au naufrage. Plus tard, elle servira sur le Britannique. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a eu trois bateaux qui ont été construits sur le même modèle, le Titanic, l'Olympique et le Britannique. Titanic, Britannique, Olympique, oui. Et elle, après, elle sera infirmière sur le Britannique qui servira de transport de troupes pendant la Première Guerre mondiale. Le transport de troupes britannique va être torpillé par les Allemands et va couler. Elle se trouve dessus et elle survivra aussi au naufrage du Britannique. Mais encore, l'histoire est encore plus invraisemblable, c'est qu'elle continuera à être infirmière sur l'Olympique, le troisième bateau de la série, et elle sera dessus aussi quand il fera sa collision. Et après, en 1935, il sera désarmé, il arrêtera de naviguer. Donc, elle a fait vraiment toute la série. Si on cherche bien, il faut peut-être chercher. C'est peut-être elle qui portait la poisse à ces bateaux-là. On essaie avec ce qu'il y a. Ce qu'on voit, c'est le Carpathia qui arrive au secours du Titanic. Et sur le Carpathia, on entasse d'abord les rescapés, bien sûr. On reçoit les rescapés des bateaux de sauvetage, on cherche les autres rescapés, les autres bateaux, il faut les récupérer, ils ne sont pas tous ensemble. Donc le Carpathia fait des rondes autour du Titanic, du lieu du naufrage, pour récupérer. Il va récupérer tous les bateaux de sauvetage. Et après, lui et d'autres bateaux qui vont venir vont récupérer aussi les gens qui se sont noyés. Alors, tous ceux qui avaient des gilets de sauvetage et qui sont noyés, il y aura des centaines de corps, mais ce qui va, c'est qu'une grande partie vont être enterrés en mer. C'est-à-dire qu'ils vont jeter les corps à la mer parce qu'ils ne peuvent pas emmener tellement de décédés. Surtout c'est surtout des troisième classes, des pauvres gens. Donc, qui sait qui va les enterrer? Il n'y a de toute façon pas de famille. Les familles sont en Europe de l'Est, sont en Irlande. Ils ne sont même pas au courant, ils n'ont pas la radio, la télé pour savoir ce que sont devenus leurs proches. Il y a un grand problème, c'est qu'on ne sait pas toujours leur nom parce que, par exemple, beaucoup de juifs qui étaient en troisième classe voyageaient sous des fausses identités. Parce qu'une grande partie ont fui la Russie pour échapper à la conscription. Il y avait en Russie ce qu'on appelait les cantonistes. On kidnappait des jeunes juifs pour les envoyer pour 25 ans servir dans l'armée du tsar. Et ces juifs, pour échapper, avaient fait des faux papiers pour traverser les frontières. Donc, on ne connaît même pas les noms parce que beaucoup se voyageaient sous des identités d'emprunt. Et donc, une grande partie ont été tout simplement jetés à la mer. Bien sûr, quand ils ont retrouvé des personnes qui avaient à la main une montre en or ou des papiers dans les poches, ils les ont récupérés pour les emmener, les enterrer ou restituer les corps aux familles. Mais quand c'est des corps non identifiés et surtout des corps de gens pauvres, une grande partie ont été, on appelle enterrés en mer, jetés par-dessus bord. En fait. Alors, en fait, le bateau, le Carpathia arrive à Halifax, au Canada. Et là-bas, on enterre une partie des gens, une partie qui est identifiée est restituée aux familles en Europe ou en Amérique pour être enterrée par la famille.
et une partie sont enterrées sur place. Alors, vous avez à droite, au cimetière de Halifax, 8 tombes juives, et on voit là-bas au centre les 3 personnages qui sont de la barrière. C'est le rabbin qui a identifié les Juifs pour les enterrer en sépulture juive. En fait, il en a encore identifié 44, mais la White Line Star a décidé qu'un petit peu sa façon d'identifier était un petit peu n'était pas assez scientifique, et 44 corps, elle a récupéré 44 corps, elle en a laissé enterrer que 8. Et même sur les 8 qui vont enterrer au cimetière juif, il s'avère après qu'il s'est trompé. Un est certainement catholique et la famille après a demandé le corps. Un autre était apparemment catholique. Enfin, c'était vraiment pas très scientifique la façon d'identifier les corps. Et c'était un gros problème. Il y a quelques corps qui sont enterrés comme juifs au cimetière de Halifax. À gauche, vous voyez une tombe de quelqu'un qui s'appelle Leopold Weiss et qui est mort sur le Titanic. Donc, il est identifié et lui a une pierre tombale. Ce n'était pas le cas de la majorité des voyageurs en 3e classe. Même les voyageurs en 1re classe, quelqu'un comme Isidore Strauss, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, il n'y a pas de, sépulture. Pardon, sa femme, on n'a jamais retrouvé sa femme, donc il n'y a pas de sépulture. Les survivants, eux, ont été accueillis dans un home juif à New York et on leur donne à manger, on essaie de leur apporter les premiers secours. Ça se passe à New York pour ceux qui ont survécu à New York. Alors, les histoires juives, de nouveau, une histoire incroyable. Vous vous rappelez que j'ai parlé tout à l'heure d'un garçon, un petit garçon qui s'appelle Philippe Axe, qui se trouve sur le bateau avec Edith Rosenbaum qui lui joue de la musique. Alors, ce garçon, vous voyez dans la photo avec sa maman, en fait, sa maman, Léa Axe, est une dame qui a pris son garçon pour rejoindre leur père. Parce qu'il faut aussi se rappeler une chose, c'est que quand les migrants d'Europe de l'Est ou d'Irlande allaient aux États-Unis, souvent le chef de famille partait le premier, et c'est de se faire une situation, quand il a gagné assez d'argent, il envoyait chercher sa femme et ses enfants. Donc, il y a aussi beaucoup dans les passagers de 3e classe du Titanic, il y a des célibataires, mais il y a aussi des hommes seuls qui ont laissé derrière une femme et des enfants dans le vieux monde en espérant faire fortune et au moins s'en sortir et les faire venir après. Et il y a aussi des femmes et enfants qui vont rejoindre les maris, qui sont déjà aux États-Unis. C'est ce qui se passait dans le cas de Léa Axe. Elle est sur le bateau avec son fils, Philippe, et elle va vers un bateau de sauvetage. Et les marins l'informent vers un bateau de sauvetage. Et puis, il repousse juste à côté un homme qui a essayé de se faufiler dans un bateau de sauvetage en lui disant c'est réservé aux femmes et aux enfants. Et le gars va dire ah bon, c'est pas pour les hommes, c'est pour les enfants. Vous allez voir ce que je fais les enfants. Et il prend le bébé de Madame Axe qui a 10 mois et il le jette par-dessus bord. Alors Madame Axe, elle est bien sûr catastrophée. Son bébé a été jeté. Je m'excuse, la qualité de l'image est encore pire qu'avant, mais je ne peux rien faire. Bon, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Donc, Madame Axe est terrifiée, mais elle est dans le bateau de sauvetage et elle va être récupérée par le Carpathia. Elle va faire des allers-retours sur le Carpathia pour trouver son fils qu'elle ne retrouvera pas. Elle va s'allonger sur un matelas et faire une dépression. Pendant 2 jours, elle ne se lève pas de son matelas. Le 3e jour, il y a une amie qui lui dit de remonter sur le pont, respirer un peu un bol d'air. Elle monte sur le pont et là, elle entend le cri de son bébé. Alors, elle se précipite et elle voit Philly dans les bras d'une survivante, une femme qui a, dans le naufrage, perdu son mari. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le gars a jeté le bébé par-dessus bord, en fait, le bébé n'a pas atterri dans la mer, il a atterri dans un bateau de sauvetage qui était juste en dessous. Et cette femme l'a recueilli en disant, mais c'est un cadeau de Dieu qui me l'envoie en compensation du mari que j'ai perdu dans le naufrage. Et elle refuse de le rendre. Et donc, les 2 femmes vont maintenant chez le capitaine du Carpathia, qui se trouve dans la position du roi Salomon, qui doit décider qui est la maman du bébé. Donc voilà, il y a un jugement de Salomon sur le bateau, mais il va avoir un indice très facile. Madame Axe lui dit, je suis juive et mon fils est circoncis. La dame espagnole est catholique, bien sûr, n'a pas d'enfant circoncis, et la vérification est rapide et l'enfant est rendu à sa maman. Donc c'est l'histoire que
contact Edith Rosenbaum qui avait calmé ce petit garçon, n'arrêtait pas de pleurer. Il avait été séparé de sa mère brusquement, arraché à sa mère et jeté par-dessus bord. Il a eu beaucoup de chance, beaucoup d'ashgacha et il a été sauvé. Quelques mois, Madame Axe, qui était enceinte, a accouché quelques mois après et a voulu appeler sa fille Sarah Carpathia, Sarah, son nom de sa grand-mère, mais Carpathia en l'honneur du bateau qu'il a récupéré, qu'il a sauvé. Mais les infirmières à l'hôpital n'ont pas compris c'est quoi ce nom Carpathia. Alors elle leur a écrit, elle leur a expliqué que Carpathia, c'est le nom du bateau qu'il a sauvé quand elle était à bord du Titanic. Alors, elles se sont trompées et en fait, elle était enregistrée à l'état civil. Le bébé est enregistré comme Sarah Titanic's Axe. Alors, il y a Axe. Donc, il y a un petit bébé qui est né quelques mois après qui porte le nom de Sarah Titanic. Pas Sarah Carpathia, mais Sarah Titanic. L'histoire suivante, la photo suivante que vous voyez, c'est une photo, de nouveau, je m'excuse pour la qualité. C'est une photo que j'ai reçue hier de ma cousine Nadine Blum. Je ne vois pas là si elle est actuellement avec nous sur le Zoom, c'est possible. C'est une tombe qui se trouve à Nice, de Monsieur Samuel Goldenberg, qui était à bord du bateau du Titanic avec sa femme. Les deux ont été sauvés parce que ce qui s'est passé, c'est que sa femme était un bateau de sauvetage, mais il y avait encore de la place. Et donc, l'équipage a jeté le mari dans le bateau de sauvetage puisqu'il y avait de la place. Et sur sa tombe qui est à Nice, la croix, ce n'est pas de lui, c'est qu'il s'est après remarié avec une autre femme qui n'était pas juive. Donc, il est enterré avec sa seconde épouse qui est catholique, la croix. Mais en dessous, il y a son nom, Samuel Goldenberg. Et en bas de la pierre tombale, il y a une maquette du Titanic où il y a marqué dessus Samuel Goldenberg, 1912. Donc, il a voulu rappeler le fait qu'il a été sauvé de ce naufrage. Donc, ça, c'est pour comment se rappeler les gens qui étaient à bord. Il y a Richard Hyman, qui était aussi un juif embarqué, qui a été sauvé. Et il ouvrira après une épicerie en Angleterre. Lui, il retourne après en Angleterre. Et l'épicerie existe jusqu'aujourd'hui. Elle s'appelle le Titanic's. Vous voyez le nom de l'épicerie. Ça, c'est le petit-fils de Hyman qui montre l'aventure du magasin, Titanic's, avec une photo du bateau en haut à droite. C'est une épicerie à Golders Green qui existe encore aujourd'hui. Beaucoup a été écrit. Il y a eu des chants, il y a eu des poèmes, il y a eu un opéra qui a été écrit sur le Titanic, pardon. Un opéra, vous voyez à droite, il y a eu un opéra qui est écrit par des non-juifs, il y a un opéra qui est écrit par des juifs qui s'appelle Der Nasser Kever, la tombe dans l'eau. Et le plus grand des artistes juifs de l'époque, le Chazan Yossel Rosenblatt, va composer un El Maleh Rachamim, la prière qu'on fait pour les morts, qu'il va composer, qui va dédier aux gens qui ont péri sur le Titanic. En quelques jours, ce disque va ramasser $150,000. Et Rosenblatt va offrir ça aux familles des victimes, aux familles des survivants. De façon générale, Yossel Rosenblatt était une sommité mondiale dans le show business juif. Il a fait des concerts avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il a vendu des disques, mais il a toujours donné une très très grande partie à la tzedaka. C'est quelqu'un qui est mort assez dans le dénuement. C'était un très très grand philanthrope. Et les $150,000, il faut comprendre, $150,000 en 1912, c'est une somme incroyable. Et il a entièrement donné aux familles survivantes du Titanic. Alors, la photo suivante, je crois qu'on est presque à la fin, l'heure avance, c'est ceux qui ont encore la force de m'écouter. La maison qui est à gauche, ceux qui la connaissent, c'est une des premières maisons de la ville de Natania. Et quel est le rapport, j'avais dit Natania, avec le Titanic? Si vous regardez la photo en bas à droite, de nouveau, elle n'est pas nette, mais ceux qui arrivent à deviner, c'est la rue Strauss à Jérusalem. Isidore et Ida Strauss, qui sont morts sur le Titanic, ont un frère Nathan, ils sont les deux propriétaires de Massy ensemble, Isidore et Nathan Strauss. Nathan Strauss, pendant le naufrage, se trouvait en Europe. Il revient d'Israël où il a fait beaucoup de philanthropisme. Et la photo qui est en haut de nouveau à droite, qui est dure à voir,
c'est quelque chose que tous les Israéliens connaissent, ça s'appelle Tipat Halav. Tipat Halav, c'est l'organisme qui prend en charge les bébés après la naissance. Là où on les mesure, on leur fait les vaccins et on apprend aux mamans comment élever les enfants. Parce que le couple Strauss, Nathan et Lina Strauss, ont perdu 2 enfants en bas âge et ils pensent qu'ils les ont perdus par un empoisonnement au lait. Et donc, Nathan Strauss va devenir un des champions de la pasteurisation. C'est lui qui va essayer de convaincre les laiteries américaines de pasteuriser le lait. Il va venir en Israël, en Europe, pasteuriser le lait, ça sauve des vies. Et il va donner de l'argent il va payer 2 infirmières qui enseignent aux mamans à Jérusalem comment pasteuriser le lait pour sauver les enfants. Et donc, il y aura la rue de Strauss à Jérusalem, son nom, et Natania, au nom de Nathan Strauss, puisque il va donner de l'argent pour acheter les terrains sur lesquels sera construite la ville de Natania. Et donc, les jeunes qui voulaient construire la ville se sont engagés à prêter la ville à son nom. C'est pas évident ce qu'il a donné de l'argent pour donner de l'argent, ça, les histoires divergent. En tout cas, il a fait beaucoup d'entreprises déjà avant, mais encore plus après le Titanic, aussi en mémoire de son père et de sa belle-sœur. Alors, oui, encore plus que ce que je pensais. La photo d'après, ça nous montre un auteur connu que vous connaissez, le prix Nobel de littérature israélien, Shmuel Yosef Agnon. Shmuel Yosef Agnon ne s'appelait pas Agnon, il s'appelait Shmuel Yosef Tchatchkes, mais son éditeur lui a dit que ce n'est pas un nom de plume, il faut qu'il prenne un nom de plume plus facile que Tchatchkes. Et comme il avait écrit un livre qui s'appelle Agunot, il va prendre le nom de Agnon. Qu'est-ce que c'est Aguna? Aguna, c'est une femme dont le mari a disparu. Et là, on arrive de nouveau à un grand problème juif de l'après-Titanic. Comme il y a beaucoup des immigrants de 3e classe sont morts, la plus grande partie sont morts, j'ai expliqué qu'il y a des pères de famille qui sont partis en avant pour se faire un pécule, pour amener les familles. Il y a des familles qui sont familles à bord, mais la femme survivra, le mari ne survivra pas. Et dans la halakha, un mari qui disparaît sans laisser de trace, sa femme s'appelle Aguna et ne peut pas se remarier. Alors, on essaye de faire un maximum pour trouver des preuves circonstancielles, des témoignages. Est-ce que quelqu'un qui était dans les eaux glacées de l'Atlantique avait une chance de survivre? Ou on peut le considérer, s'il a disparu, le considérer comme mort? Alors, il y a un rabbin à New York qui a écrit un article sur qui s'appelle Rabbi Yaakov Meskin Cohen, qui a écrit un article pour permettre une aguna du Titanic. Beaucoup de rabbins ont eu à gérer ces cas-là de agunot après le Titanic. De façon générale, il faut comprendre qu'à l'époque, ce n'est pas seulement le Titanic. Parmi ces gens qui sont partis en avant se faire une situation aux États-Unis, beaucoup ont disparu. Certains parce qu'ils ont trouvé une autre épouse et qu'ils ont oublié celle qu'ils avaient laissée dans le vieux monde. Certains qui sont morts de maladie ou d'autre chose. Il y a eu énormément de cas de agunot, ce qui n'est encore rien par rapport à ce qui se passera après la Première Guerre mondiale. Et ce sera au XXe siècle un des grands problèmes rabbiniques, le heter agunot. Donc c'est aussi quelque chose, quand je voulais parler de Titanic et les Juifs, le problème de agunot était un gros problème juif du Titanic par rapport aux familles, aux femmes qui ont survécu, aux femmes qui étaient mariées avec des gens qui ont disparu sur le Titanic. En 1985, on récupère l'épave par hasard. C'est pas du tout. On a cherché beaucoup l'épave, on l'a pas retrouvée. En fait, l'épave était à 3 km de fond. Donc en 1912, il n'y avait aucune chance de pouvoir trouver une épave par 3000 mètres de fond. Mais en 1985, c'est pas du tout qu'on cherche le Titanic, c'est que les Américains recherchent 2 sous-marins atomiques qui ont disparu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les Russes qui les ont coulés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en cherchant leurs sous-marins atomiques, ils vont découvrir l'épave du Titanic. On va remonter beaucoup d'affaires du Titanic, des meubles, des objets privés. On qui va faire le tour du monde. Elle arrivera d'ailleurs même en Israël, elle sera à Tel Aviv. Ce qui était à droite, c'est l'annonce dans l'Internet de l'exposition Titanic à Tel Aviv. Et en 2009, la dernière survivante du naufrage, Madame Milvina Din, qui avait 2 mois à l'époque du naufrage, est décédée à 97 ans. Et c'est la dernière survivante. Avec ça, c'est l'histoire du Titanic, mais pas l'engouement, j'ai dit, des films, des livres. Et c'est une des catastrophes les plus connues de l'histoire moderne, catastrophe maritime. Et c'est quelque chose vraiment qui a suscité énormément d'intérêt. Voilà, alors j'ai fini.
On va rallumer les micros s'il y a des questions. Je vais essayer de répondre. Voilà. Ah, Merci. pardon, pardon, pardon. Je m'excuse, je m'excuse. Une dernière chose, je peux pas. L'El Malé Rachamim, Yossele Rosenblatt. Vous avez donc entendu que quand il dit que le Nishmot chez Nergou Bayam, ces gens qui ont été noyés dans la mer, et Yossele Rosenblatt qui a fait un best-seller, un disque qui était vendu, qui a vendu pour 150 000 dollars et qui a été entièrement donné au bénéfice des victimes. Voilà, j'ai fini. S'il y a des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Ariel, pour ce super cours. Je vais permettre aux gens de réactiver leur micro pour